Comment un canon pareil peut être avec ce vieux? La voix du jeune homme a percé le brouhaha du vendredi soir au bistrot, chez Antoine, en plein cœur de Lyon. Je m'appelle Rémi Dubois, et j'ai 54 ans. 20 ans dans les troupes de marine m'ont appris à évaluer une situation à risque avant qu'elle ne vous trouve. Ces 3 étudiants, depuis leur banquette dans le coin, nous lorgnaient, ma femme Élise et moi, depuis une bonne heure, chuchotant et nous montrant du doigt. Sous la table, Élise a serré ma main. Elle a 49 ans, mais on lui en donne toujours à peine 35. Ce soir, elle portait cette robe bleue qui fait ressortir ses yeux, et ses cheveux auburn captaient les lumières du bar. Après 26 ans de mariage, elle me coupe encore le souffle. On y va, ma chérie, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Le plus bruyant des 3, un blond avec une casquette à l'envers, s'est levé au moment où nous passions devant leur table. Ses 2 acolytes l'encadraient comme s'il menait une sorte de défilé. Le blond portait un sweat de l'université de Lyon. Il ne devait pas peser plus de 70 kilos tout mouillé. Non mais sérieusement, a-t-il dit assez fort pour que la moitié du bar l'entende. Qu'est-ce qu'une femme comme ça fiche avec un type comme vous? Je me suis arrêté. La poigne d'Élise s'est resserrée sur mon bras. Dans ma vision périphérique, j'ai vu d'autres clients se retourner pour regarder. Le patron, un homme plus âgé nommé Antoine, a levé les yeux en essuyant ses verres. Elle doit lui changer ses couches, a ajouté le deuxième. Celui-ci était plus trapu, portant un blouson Teddy d'un lycée quelconque. Viens avec nous, ma belle. On va te montrer ce que les jeunes savent faire. Le troisième, grand et mince avec les cheveux gras, nous a bloqué le chemin vers la sortie. Ouais, le papy doit même plus bander. J'ai regardé ces garçons. Je les ai vraiment regardés. Des mains douces, des jeans de marque, le genre de jeunes qui n'avaient jamais donné un vrai coup de poing de leur vie, qui avaient juste regardé trop de films en se prenant pour des durs. Oui, bien sûr, gamin, ai-je dit en hochant lentement la tête. Élise me connaît assez bien pour reconnaître ce ton. C'est le même que j'utilisais avec les nouvelles recrues qui pensaient en savoir plus que leur sergent instructeur. Calme, patient et dangereux. Le jeune blond a pris ma retenue pour de la faiblesse. Il a bombé le torse comme un coq. Ça veut dire quoi, ça, le vieux? Rien du tout, ai-je répondu. Nous partons, c'est tout. Mais alors qu'Élise et moi nous dirigions vers la sortie, je pouvais les sentir derrière nous. L'énergie dans la pièce avait changé. Antoine a croisé mon regard et a légèrement secoué la tête, comme s'il s'excusait pour ce que son établissement allait voir. Quelque chose me disait que cette nuit n'était pas terminée. Il y a 20 ans, j'aurais géré ça différemment. À l'époque où j'étais le sergent-chef du bois et que j'enseignais le combat au corps à corps au camp de Fréjus, j'avais moins de patience pour le manque de respect. Mais Élise a changé ça. Elle m'a appris que la vraie force ne consiste pas à se prouver à chaque petit con qui se croit invincible. Je l'ai rencontrée en 1998, juste après ma 3e mission à l'étranger. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital d'instruction des armées Percy, s'occupant de gars comme moi qui revenaient avec plus que leur sac de pactage. La première fois que je l'ai vue, elle tenait la main d'un ancien d'Indochine pendant qu'il pleurait à cause de ses cauchemars. C'est là que j'ai su qu'elle était différente. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Élise voulait des enfants, mais ça n'est jamais arrivé pour nous. Alors, nous nous sommes consacrés l'un à l'autre. Elle m'a soutenu pendant la transition difficile vers la vie civile, et je l'ai soutenue pendant ses études d'infirmière, puis son master. Aujourd'hui, elle dirige le service des urgences aux hospices civils de Lyon. Ce soir devait être spécial. Élise venait d'être promue chef de service et nous fêtions ça, chez Antoine, parce que c'est là que nous avions eu notre premier rendez-vous. La même banquette dans le coin, la même foule du vendredi soir, le même patron qui se souvenait de nous quand nous étions jeunes et fauchés. Mais ces étudiants nous observaient depuis le début de la soirée. Je les avais remarqués en entrant. La façon dont leur conversation s'était arrêtée quand Élise avait enlevé son manteau. La façon dont ils se donnaient des coups de coude en ricanant. La façon dont le blond n'arrêtait pas de tendre le cou pour mieux la voir. J'ai déjà vu ce regard dans des bars à l'étranger, quand un soldat ivre décidait qu'il voulait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ça se terminait toujours de la même manière. Élise l'avait remarqué aussi, mais elle a l'habitude d'attirer l'attention. Après 26 ans de mariage, elle fait encore tourner les têtes partout où nous allons. D'habitude, je le prends comme un compliment. Ce soir, c'était différent. Ce ne sont que des gamins, m'a-t-elle murmuré quand elle m'a vu les observer.
Ignore-les. Mais alors que nous partagions notre planche apéritive, j'entendais des bribes de leur conversation. Quelque chose comme « gâché avec un vieux » et « je parie qu'elle rêve d'un peu d'action ». Le genre de propos qui dépasse les bornes. Le jeune blond s'est levé pour aller aux toilettes et il a dû passer juste à côté de notre table. Il a ralenti, a dévisagé Élise de haut en bas comme si elle était un morceau de viande, puis lui a fait un clin d'œil. Élise a détourné le regard, mal à l'aise pour la première fois de la soirée. C'est là que j'ai su que nous partions. Non pas parce que j'avais peur de 3 étudiants, mais parce qu'Élise méritait mieux que de passer la soirée de sa promotion à écouter leurs insanités. J'aurais dû savoir qu'il n'en resterait pas là. Le parking derrière le bistrot était faiblement éclairé. Quelques lampadaires projetaient de longues ombres entre les voitures. Élise et moi étions à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière nous. « Et, où vous allez ?» La voix du jeune blond a résonné sur le bitume. On n'avait pas fini de discuter. Je me suis arrêté. La main d'Élise a trouvé la mienne automatiquement, comme toujours quand elle est nerveuse. En 26 ans de vie commune, elle m'a vu gérer exactement 3 bagarres. À chaque fois, c'était fini avant même d'avoir vraiment commencé. « Rémi, dit-elle doucement. Allons-nous-en, c'est tout. » Je me suis retourné. Tous les 3 se tenaient là, sous les lumières du parking, avec l'air de posséder le monde. Le blond avait sorti son téléphone, filmant probablement ce qu'il pensait être son grand moment de gloire. « Le problème, a dit le trapu au blouson Teddy, c'est qu'on pense que votre femme voudrait peut-être passer du temps avec de vrais hommes. » Le grand maigre a ri. « Ouais, avant qu'elle oublie ce que c'est. » C'est à ce moment-là qu'un déclic s'est produit en moi. Pas de la colère, non, plutôt comme un interrupteur basculant d'une position à une autre. De Rémi le civil au sergent-chef du bois. Élise a senti le changement dans ma posture. « C'est bon, ma chérie, » ai-je dit, sans jamais quitter des yeux les 3 jeunes. « Ces garçons ont juste envie de danser un peu. » Le blond s'est approché. « Danser ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia ? » Ça veut dire, ai-je dit en déposant mes clés dans la paume d'Élise, que vous nous avez suivis ici parce que vous vous croyez fort. Alors, on va voir. J'ai retiré ma veste, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai tendue à Élise. Le mouvement était délibéré, pratiqué, la façon dont je me préparais pour les exercices d'entraînement quand je devais démontrer une technique aux nouvelles recrues. « Très bien, » ai-je dit en retroussant mes manches. « Vous voulez danser ? Faisons-le, mais une seule règle, un par un. » Les 3 se sont regardés et se sont mis à rire. Le blond a rangé son téléphone et a fait craquer ses doigts. « T'es sérieux, le vieux ? Tu veux nous affronter tous les 3 ? Un par un, ai-je répété. Sauf si vous avez peur. Ça les a piqués au vif. La fierté des jeunes hommes, toujours leur faiblesse. Élise a reculé vers ma voiture. Elle sait de quoi je suis capable, même si je n'ai pas eu à le montrer depuis des années. Pendant mon service, j'ai enseigné les tactiques de défense à des marsouins qui avaient la moitié de mon âge. Je sais lire l'équilibre d'un adversaire, son élan, ses intentions inscrites dans l'angle de ses épaules. Ces garçons n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. Le blond a roulé des épaules, se préparant à charger. Les 2 autres l'ont flanqué, pensant que le nombre leur donnerait l'avantage. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que 20 ans d'entraînement ne disparaissent pas simplement parce qu'on met des vêtements civils et qu'on vieillit. Le blond, que j'appellerai Kevin, est venu sur moi en premier, comme je m'y attendais. Les étudiants mènent toujours avec leur ego. Ça, c'est pour nous avoir traités de gamins, papy, a-t-il crié, en armant ce qu'il pensait probablement être un crochet du droit dévastateur. Je l'ai vu télégraphier son coup pendant ce qui m'a semblé être 3 longues secondes. Son poids s'est déplacé sur son pied arrière, son épaule s'est abaissée, tout son corps s'est enroulé comme un ressort. Dans l'armée, on appelle ça le moment de grâce, quand l'adrénaline ralentit le temps et que chaque mouvement devient d'une clarté cristalline. Je me suis décalé sur ma gauche, juste assez. Son poing a sifflé près de mon oreille, emportant tout son élan avec lui. Le jeune avait mis toute sa force dans ce coup, comptant sur le contact avec mon visage pour stopper sa course. Quand il n'a frappé que du vide, la physique a pris le relais. Il a trébuché en avant, déséquilibré, les bras en moulinet. Je n'ai même pas eu besoin de le pousser. Je me suis juste écarté et je l'ai laissé s'écraser le visage contre le mur en briques du bistrot. Le bruit a ressemblé à celui d'un melon heurtant du béton. « Kevin » a crié le trapu au blouson Teddy,
que j'appellerais Théo, en se précipitant pour aider son ami. Mais Kevin était hors jeu. Il s'est affalé contre le mur, le sang coulant de son nez, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon visage, a-t-il marmonné à travers ses lèvres fendues. Tu m'as cassé le visage. Tu t'es cassé le visage tout seul, ai-je dit en époussetant un grain de poussière imaginaire de ma chemise. Je me suis juste poussé. Théo, le jeune au blouson Teddy, m'a regardé avec des yeux nouveaux. Une partie de son arrogance s'était envolée, mais il était encore assez jeune pour penser qu'il pouvait sauver la situation. T'as eu de la chance avec Kevin, a dit Théo en retirant sa veste. Mais moi, j'ai fait du rugby au lycée. Tant mieux pour toi, ai-je dit. Théo a baissé l'épaule et a foncé sur moi comme pour un plaquage. Des tactiques de rugby de lycée contre quelqu'un qui avait passé 2 décennies à former des militaires au combat rapproché. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si prévisible. J'ai attendu qu'il soit à 2 pas, puis j'ai saisi ses bras tendus et j'ai utilisé son propre élan pour le faire pivoter sur le côté. Principe de base des arts martiaux, détourner la force au lieu de s'y opposer. Théo s'est retrouvé à tournoyer dans une direction qu'il n'avait jamais eu l'intention de prendre. Il a percuté de flanc la grande benne à ordures derrière le bistrot, l'impact faisant résonner le métal comme une cloche. Mais son élan n'était pas terminé. La benne était juste assez haute pour que, lorsque Théo l'a heurté au niveau de la taille, ses jambes continuent leur course vers le haut et par-dessus le bord. À l'aide, a crié sa voix étouffée depuis l'intérieur de la benne. Je suis coincé. J'ai regardé par-dessus le bord. Théo était coincé la tête en bas parmi les sacs poubelles, ses jambes en l'air, son blouson Teddy emmêlé autour de sa tête. Il se débattait comme une tortue sur le dos. 20 ans dans les troupes de marine m'ont appris la patience, les garçons, ai-je dit en remettant ma chemise en place. Ça m'a aussi appris l'effet de levier. Le troisième, le grand maigre, reculait maintenant. Son nom était Lucas, j'avais entendu. Il ne cessait de regarder ses 2 amis, Kevin toujours affalé contre le mur, tenant son nez en sang, et Théo s'agitant vainement dans la benne. Et moi, debout, sans même être essoufflé. C'est de la folie, a dit Lucas. Vous ne pouvez pas agresser les gens comme ça. Agresser? J'ai haussé un sourcil. Mon garçon, je n'ai pas posé un seul doigt sur tes 2 amis. Ils se sont agressés tout seuls. Lucas a sorti son téléphone. J'appelle la police. Bonne idée, ai-je dit. Assure-toi de leur dire comment 3 jeunes hommes ont suivi un couple marié dans un parking sombre et les ont menacés. C'est là que Lucas a fait son erreur. Au lieu de simplement appeler la police ou de partir, il a décidé qu'il devait sauver un peu de sa fierté. Tout en parlant de la police, il armait un coup en traître, pensant me surprendre alors que je ne regardais pas. Mais chez les marsouins, on apprend à tout surveiller en même temps. La vision périphérique devient une compétence de survie. Lucas a lancé un coup large et désordonné. Un crochet visant le côté de ma tête. J'ai esquivé, et son poing a heurté de plein fouet le parc-mètre derrière moi. Le craquement de ses phalanges heurtant la fonte a résonné dans le parking. Lucas a hurlé. Pas un cri de colère, mais un cri aigu qui a probablement réveillé la moitié du quartier. Il a serré sa main droite contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. Ma main, a-t-il gémi. Vous m'avez cassé la main. Tu t'es cassé la main tout seul, ai-je dit, de la même manière que j'expliquais les conséquences aux nouvelles recrues. J'ai esquivé. Tu as frappé un parc-mètre. À ce moment-là, des gens sortaient du bistrot pour voir ce qui se passait. Antoine, le patron, se tenait sur le pas de la porte, secouant la tête. D'autres clients avaient sorti leur téléphone et filmaient la scène. Kevin était toujours contre le mur, son sweat de l'université de Lyon couvert de sang, l'air d'avoir fait 10 rounds avec un boxeur pro. Théo était toujours la tête en bas dans la benne, ses mouvements s'affaiblissant à mesure qu'il s'épuisait. Et Lucas était assis sur le bitume, berçant sa main en sanglotant. Que quelqu'un appelle une ambulance, a supplié Lucas à la foule grandissante. Déjà fait, a dit une femme que j'avais reconnue de l'intérieur du bar. Dès qu'on a entendu les cris. Élise s'est approchée et m'a tendu ma veste. Elle avait ce regard qui me disait qu'elle voyait son mari tel qu'il était 27 ans plus tôt, quand nous nous étions rencontrés. Pas le gestionnaire en assurance d'âge mûr qui s'inquiétait de l'entretien de la pelouse et de sa retraite, mais le marsouin qui pouvait faire face à tout ce que la vie lui envoyait. Ça va, ma chérie, ai-je demandé en enfilant ma veste. Parfaitement, a-t-elle dit en passant son bras sous le mien.
C'est alors que Lucas a tenté un dernier coup désespéré. Il nous a agressés, a-t-il crié à la foule. Ce vieux a attaqué 3 étudiants. Antoine s'est avancé. Mon garçon, j'ai tout vu par la fenêtre. Vous avez suivi ce couple ici et vous avez cherché les ennuis. Ce monsieur n'a pas donné un seul coup de poing. C'est exact, a dit la femme qui avait appelé les secours. Je filmais avec mon téléphone. J'ai toute la scène. Ces garçons se sont blessés eux-mêmes en essayant de se battre contre quelqu'un qui, de toute évidence, savait ce qu'il faisait. Le visage de Lucas est devenu blême quand il a réalisé que sa version des faits n'allait pas tenir. Mais il a dû faire quelque chose. Il a bougé, a simplement dit Antoine. C'est vous qui vous êtes fait tout le mal. Le son des sirènes se rapprochait, ambulance et police d'après le bruit. Élise a serré mon bras. Nous devrions probablement rester pour faire une déposition. C'est prévu, ai-je dit. La vérité commençait à faire son chemin dans l'esprit de ces 3 jeunes. Ils avaient cherché la bagarre avec quelqu'un qu'ils pensaient être une cible facile, et à la place, ils s'étaient humiliés devant des témoins. Pire encore, ils l'avaient fait en étant filmés. Théo a finalement réussi à s'extraire de la benne, mais son blouson Teddy était fichu, et il était couvert de ce qui avait pourri à l'intérieur. Il sentait la nourriture avariée et la honte. Ce n'est pas fini, a marmonné Kevin à travers ses lèvres enflées. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Si, c'est fini, ai-je dit. C'était fini avant même d'avoir commencé. L'ambulance est entrée dans le parking, suivie de 2 voitures de police. Alors que les secouristes du SAMU commençaient à examiner les 3 étudiants, je pouvais voir la prise de conscience sur leur visage. Ils allaient devoir expliquer à leurs parents, à leurs amis, à leurs professeurs, comment ils s'étaient fait corriger par un homme de 54 ans qui ne les avait même pas touchés. L'agent Patricia Lambert a pris nos dépositions pendant que son partenaire, l'agent Martin, s'occupait des 3 étudiants. Je connaissais Patricia depuis des années par le biais de mon travail avec des groupes de soutien aux anciens combattants à l'hôpital où travaillait Élise. Elle a écouté mon récit avec un intérêt professionnel, jetant de temps en temps un coup d'œil aux vidéos des témoins sur leur téléphone. Alors, si je comprends bien, a dit Patricia en relisant ses notes, ils vous ont suivi sur le parking, vous ont menacé verbalement, puis se sont blessés chacun leur tour en essayant de vous attaquer. C'est exact, ai-je dit. J'ai utilisé leur élan contre eux. Des tactiques de défense de base. Tactiques de défense, a répété Patricia en l'écrivant. De votre service militaire. 20 ans dans les troupes de marine, ai-je confirmé. Sergent-chef, à la retraite. Élise se tenait à mes côtés, tenant toujours ma main. Je pouvais sentir sa fierté dans la façon dont elle serrait mes doigts chaque fois que je répondais à une question. Près de l'ambulance, les 3 jeunes se faisaient soigner. Kevin avait besoin de points de suture au nez et au front. La main de Lucas était définitivement cassée, probablement à plusieurs endroits, à en juger par le gonflement. Théo était surtout indemne physiquement, mais il puait toujours les ordures et sa dignité était en lambeaux. Le problème, a dit l'agent Martin en s'approchant de notre groupe, c'est que leurs histoires ne correspondent pas à ce que les témoins ont vu. C'est-à-dire ? A demandé Patricia. Ils prétendent que Monsieur Dubois les a attaqués en premier, a expliqué Martin. Mais nous avons 3 vidéos différentes qui les montrent en train de suivre le couple sur le parking et de provoquer la confrontation. Je n'étais pas surpris. Les jeunes hommes pris dans des situations embarrassantes essaient toujours de réécrire l'histoire pour se donner le beau rôle. Ils insistent aussi sur le fait qu'il a dû les frapper d'une manière ou d'une autre, a poursuivi Martin. Ils n'arrivent pas à accepter qu'il se soit blessé tout seul. Antoine, le patron du bistrot, s'est approché. Messieurs dames les agents, je suis patron de bar depuis 30 ans. J'ai vu toutes les sortes de bagarres imaginables. Ce qui s'est passé ici, ce n'était pas une bagarre. C'étaient 3 jeunes ivres qui ont essayé de s'en prendre à quelqu'un qu'ils pensaient être une cible facile et qui ont reçu une leçon de physique à la place. Les secouristes embarquaient Lucas dans l'ambulance, sa main cassée dans une attelle temporaire. Kevin a refusé d'être transporté, mais il avait l'air d'avoir été heurté par un camion. Théo était interrogé séparément par un 3e policier arrivé en renfort. « Sommes-nous libres de partir ?» a demandé Élise. Patricia a hoché la tête. Nous avons vos coordonnées si nous avons besoin de quoi que ce soit d'autre, mais honnêtement, l'affaire semble assez claire. 3 individus en état d'ébriété ont harcelé un couple puis se sont blessés en tentant de les agresser. Alors que nous marchions vers ma voiture,
j'ai entendu la voix de Lucas depuis l'ambulance, parlant au téléphone avec quelqu'un. Probablement ses parents, à en juger par son ton. Maman, tu ne comprends pas, disait-il. Ce vieux, il devait être une sorte d'expert en arts martiaux ou un truc du genre. Il nous a complètement détruits sans même essayer. Élise a ri doucement. Expert en arts martiaux? On n'en est pas loin, ai-je dit en lui ouvrant la portière. Au moment où je démarrais le moteur, Théo est passé devant notre voiture, empestant toujours le jus de poubelle, son blouson Teddy en ruine sur le bras. Il m'a regardé à travers le pare-brise avec un mélange de respect et de peur. Kevin était appuyé contre la voiture d'un ami, tenant des mouchoirs sur son nez qui saignait encore, parlant rapidement au téléphone. À chaque phrase, il faisait un geste dans ma direction. Ils vont se souvenir de cette nuit pour le reste de leur vie, a dit Élise alors que nous quittions le parking. Tant mieux, ai-je répondu. Peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de harceler quelqu'un. Mais j'avais le sentiment que les conséquences pour ces trois-là ne faisaient que commencer. 2 semaines plus tard, Élise m'a montré la vidéo sur son téléphone pendant le petit déjeuner. Chérie, il faut que tu vois ça, a-t-elle dit, retenant à peine son rire. Le clip avait plus de 2 millions de vues sur diverses plateformes. Quelqu'un avait compilé les 3 vidéos des témoins en une seule, avec des ralentis et des commentaires. Le titre était « 3 étudiants se font calmer par un papy ex-marsouin sans qu'il ne lève le petit doigt ». Je me suis regardé m'écarter calmement pendant que Kevin s'écrasait le visage contre le mur. Puis le plongeon spectaculaire de Théo dans la benne à ordures, au ralenti, sur une musique dramatique. Enfin, la rencontre de Lucas avec le parc-maître, son cri résonnant sur des arrêts sur image de son expression choquée. C'est partout, a dit Élise en faisant défiler les commentaires. Twitter, Instagram, TikTok. Quelqu'un en a même fait un mème. Les commentaires étaient assassins. Faut vraiment être une victime pour se faire défoncer par les lois de la physique. Ces mecs se prenaient vraiment pour des durs. Le marsouin n'a même pas transpiré. Quand la réalité te rattrape violemment. Mais les vraies conséquences allaient bien au-delà de la moquerie des réseaux sociaux. Élise avait appris par ses relations à l'hôpital que les 3 garçons avaient été identifiés par des étudiants de l'université de Lyon qui les avaient reconnus dans la vidéo. Leurs noms, leurs associations étudiantes, leurs comptes sur les réseaux sociaux, tout était devenu public. L'université avait lancé une enquête disciplinaire après que la vidéo soit devenue virale. Apparemment, le harcèlement de membres de la communauté nuisait gravement à la réputation de l'institution. Kevin et Théo risquaient une suspension. Lucas était déjà en sursis académique, et cet incident l'a fait basculer vers l'expulsion. Leur association étudiante les avait suspendus tous les 3 en attendant la décision de l'université. La même organisation qui leur avait appris qu'ils étaient intouchables prenait maintenant ses distances aussi vite que possible. Regarde celui-là, a dit Élise, me montrant un commentaire de quelqu'un qui prétendait les connaître personnellement. Ces gars se comportaient comme si le campus leur appartenait. Maintenant, ils ne peuvent plus se montrer nulle part sans que les gens se moquent d'eux. La vidéo virale était devenue un cas d'école sur les conséquences. Tous les services de sécurité des campus de la région l'utilisaient dans des présentations sur le harcèlement et l'agression. Chaque professeur d'autodéfense la montrait pour démontrer comment un entraînement approprié pouvait neutraliser les menaces sans violence. 3 jeunes hommes qui avaient commencé la soirée en pensant humilier un couple plus âgé avaient finalement offert à Internet des semaines de divertissement à leurs propres dépens. 6 mois après cette nuit, chez Antoine, Élise et moi y sommes retournés pour fêter notre anniversaire. Antoine nous a accueillis à la porte avec un immense sourire. Le couple célèbre, a-t-il annoncé à la salle. Tournée générale pour nos célébrités locales. La banquette du coin où nous étions assis cette nuit-là était maintenant officieusement connue comme la table des Dubois. Antoine avait même installé une petite plaque, ici, le respect a été gagné et des leçons ont été apprises. Pendant le dîner, Élise m'a raconté ce qu'elle avait appris sur nos 3 jeunes amis grâce à son réseau à l'hôpital. Kevin avait changé d'université après que son association lui expulsait définitivement. Les cicatrices au visage dues à sa rencontre avec le mur de briques avaient nécessité de la chirurgie plastique, lui laissant un rappel constant de cette nuit. Théo avait complètement abandonné ses études après que la vidéo lui eût coûté sa bourse sportive. Ses parents avaient été mortifiés lorsque le clip était apparu sur leurs réseaux sociaux, partagé par tout leur entourage. Ils vivaient maintenant chez eux, travaillaient dans un supermarché et essayaient de reconstruire sa réputation, un jour à la fois. Lucas avait subi les pires conséquences.
Sa main cassée avait nécessité plusieurs opérations et des mois de rééducation. La blessure a mis fin à ses rêves de jouer au baseball à un niveau professionnel. Combiné à son expulsion de l'université, il avait perdu son avenir sportif et académique en une seule nuit. Tu te sens parfois mal pour eux, a demandé Élise en coupant son saumon. J'y ai réfléchi un instant, en regardant la même foule du vendredi soir qui avait été témoin de leur chute. De jeunes couples en rendez-vous, des familles dînant, des gens plus âgés comme nous profitant d'une soirée tranquille. Ils ont fait leur choix, ai-je dit. Les actions ont des conséquences. Je les ai juste aidés à apprendre cette leçon un peu plus vite qu'ils ne l'auraient fait autrement. Élise a souri et a levé son verre de vin. Aux conséquences, alors. Aux conséquences, ai-je acquiescé. En quittant le bistrot ce soir-là, j'ai tenu la porte à Élise et je l'ai regardée entrer dans le parking où 3 jeunes hommes avaient appris la leçon la plus dure de leur vie. Les lampadaires projetaient les mêmes ombres, mais tout semblait différent maintenant, paisible, réglé. Kevin, Théo et Lucas avaient découvert que le monde ne vous doit pas le respect simplement parce que vous l'exigez. Et que la vraie force ne consiste pas à intimider des gens qui semblent plus faibles que vous. Leur humiliation publique les avait suivis sur toutes les plateformes et dans leur vie réelle, leur coûtant des amitiés, des opportunités académiques et un statut social au sein de leur communauté. La vidéo virale était devenue un enregistrement permanent de leur mauvais jugement, consultable par de futurs employeurs, des partenaires potentiels et toute personne qui chercherait leur nom sur Google. Leur tentative de se faire passer pour des victimes s'était retournée contre eux lorsque les témoins et les preuves vidéo avaient contredit leurs affirmations, les laissant face non seulement aux conséquences physiques, mais aussi à la perte de crédibilité et de respect de leur famille, de leurs amis et des institutions. Les 3 avaient appris que certaines erreurs résonnent bien au-delà du moment où elles sont commises, et que 20 secondes de mauvaises décisions peuvent remodeler des avenirs entiers. Parfois, les plus belles victoires sont celles où l'on n'a même pas besoin de donner un seul coup.